Bonjour, on est très content de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo qui est un sujet pas facile, qui est celui du deuil de nos proches, peu importe qui vous êtes, si vous avez perdu un proche par la maladie, par un accident, que ce soit brutal ou sur la durée. L'idée c'est vraiment de trouver des clés qui puissent vous aider à mieux traverser ces étapes. Le deuil, on dit, ça ne se fait pas, ça se traverse toute une vie. Et en même temps, il y a énormément d'émotions qui nous paraissent des fois très violentes. On a l'impression d'être unique, seul au monde à vivre ça. Et puis le live que vous allez suivre est un compilé de tous les lives qu'on a vécu cette année et justement des moments très très forts qui vont, on l'espère, vous donner des clés puissantes, des clés d'apaisement, parce qu'on est certain et on le vit au quotidien avec l'association, avec la plateforme d'écoute en ligne. Le deuil, c'est un processus naturel qui n'est pas un ennemi. C'est la mort et la perte de nos proches qui est un ennemi, mais le deuil est un processus qui est, on ne peut pas parler de guérison, mais qui vraiment est un processus d'apaisement. Et on veut rassurer chacun des internautes qui regardent cette vidéo en vous disant oui, ça va aller mieux, oui, vous allez honorer de plus en plus la personne que vous avez perdue, oui, sa mémoire ne va jamais s'évaporer. On a des milliers de personnes qui suivent ces vidéos, qui bénéficient de l'écoute en ligne. Et on espère que vous pourrez aussi partager cette vidéo à vos proches. Ayez le courage de le partager parce que ça fait du bien. On vous assure, on le voit tous les jours, on a beaucoup de témoignages. Alors très très bon visionnage à vous. Donc, une personne qui dit que ça fera 6 ans maintenant, le 16 février, que son mari est décédé. Donc je parle pour elle. Et je pense à chaque jour à lui. Est-ce normal? J'ai l'impression de vivre avec lui tous les jours depuis son décès. Que veut dire avoir accepté le départ de Letchep? C'est certainement ce qu'elle entend, les gens qui lui disent « Est-ce que tu as accepté ?» Oui. Comment savoir si j'ai accepté? Ok. Déjà, le mot accepter. On l'a déjà dit plein de fois ici, mais c'est important. Il se peut que vous n'acceptiez jamais le décès de votre compagnon, le décès de votre enfant, de votre parent, la personne que vous aimez. Hein? Ne vous demandez pas forcément d'accepter ça parce que c'est peut-être à tout jamais inacceptable que votre compagnon ou votre compagne soit décédé dans les circonstances dans lesquelles il est décédé, par exemple. Le seul et unique niveau d'acceptation qu'on peut accepter de rencontrer au niveau du deuil, c'est accepter dans le sens de reconnaître la réalité de la perte. C'est-à-dire, je reconnais que ceci s'est passé et que il m'est inutile de m'arc-bouter contre cette réalité pour vouloir qu'elle soit ce qu'elle n'est pas. J'accepte qu'il en soit ainsi. C'est vraiment ça. C'est le seul niveau d'acceptation pour moi possible. C'est j'accepte qu'il en soit ainsi et je ne suis plus en résistance contre un réel que je ne veux pas. C'est-à-dire, j'ai fait la paix avec cette réalité et je ne lui demande pas d'être ce qu'elle ne pourra plus jamais être. C'est le seul niveau de réalité. Ça, c'est une première chose par rapport à la question. La deuxième chose, c'est, là, la dame parle de 6 ans, n'est-ce pas? 6 ans après le décès. Donc, on est vraiment dans un processus qui, après le décès du conjoint, est vraiment très intégré. Et les gens s'imaginent, dans la croyance populaire fausse, que vivre le deuil, c'est oublier la personne. Non, c'est justement ça. C'est le fait de ce lien intérieur dont je parle dans la 4e étape. Créer le lien intérieur, c'est un lien où on est tout le temps avec la personne. On y pense, elle est tout le temps dans les pensées, tous les jours. Je vous assure que je ne connais pas une personne en deuil qui n'a pas, ne serait-ce que une fois ou une seconde par jour, une pensée ou quelque chose qui est de près ou de loin en lien avec la personne disparue. Et ça, c'est la signature que le processus s'est bien déroulé et qu'on a plus ménagé en soi un espace où cette personne existe à tout jamais. On a perdu le lien extérieur, objectif dans la vie, mais on s'est rendu compte qu'il y a, grâce au processus de deuil, un lien intérieur indéfectible, indestructible qui s'est construit à l'intérieur de soi et qui fait que on est tellement sûr que ce lien est là maintenant qu'on peut même s'offrir le luxe de penser à autre chose, faire des projets, aimer d'autres personnes, parce qu'on sait que dès qu'on se connecte à la personne,
on a aussitôt la connexion avec cette personne-là. Donc, ça rend possible même de ne pas penser à elle pendant peut-être toute une journée, peut-être même une journée, mais simplement Sans culpabiliser. sans culpabiliser parce que on sait qu'on l'a pas perdu. C'est-à-dire que en se couchant, juste avant de fermer les yeux, on dit tiens, bonne nuit, on pense à la personne et ça y est, on y est reconnecté. Et il y a quelque chose de très doux dans cette connexion intérieure, mais là, on est vraiment dans le stade vraiment de quatrième étape, et cette relation va continuer à vivre toute sa vie. Et il n'y a absolument rien de pathologique de penser tous les jours à la personne qu'on a perdue, parce que la plupart du temps, c'est ça qui se passe. On y pense tous les jours, en même temps qu'on est en lien avec le monde et les autres personnes avec qui on interagit. Hein, c'est vraiment ça, ça fait du bien, non? On se dit que ce processus, il a mené, ce processus qui a coupé le lien extérieur, qui a coupé la communication, reconstruit quelque chose à l'intérieur de doux, où on est en lien avec l'essence de la personne. Alors, lien avec l'essence de la personne, c'est-à-dire on n'a plus forcément des images claires, on n'a plus forcément des sons clairs de sa voix ou même la sensation de sa peau. On a peut-être perdu ça, des choses objectives, mais on se rend compte qu'on a créé le lien avec quelque chose de l'essence de la personne, son essence même, qui n'est pas forcément connectée à des images. Ça peut être presque une expérience intérieure de proximité, de douceur, mais qui va pas forcément passer par des mots, par des souvenirs ou par des souvenirs sensoriels. C'est un truc joli quand ça se passe. Ça me rappelle, il y a quelques semaines, j'étais dans un petit magasin de campagne et j'étais seul avec la vendeuse. Je sais qu'elle avait perdu son papa. Et je lui dis, comment il s'appelait? Parlez-moi de lui. Alors déjà, je sais, elle est tellement heureuse. Oh, voilà. Et je dis, vous avez pas un petit doudou, une photo cachée, un truc là? Et donc là, et je dis, vous savez que c'est bon d'avoir ça. Vous savez, vous pouvez le montrer. Elle dit, mais oui, mais merci, mais merci. Et là, alors là, ça a duré Ça faisait combien de temps qu'elle avait perdu Ça faisait une année à peu près. Ah d'accord, c'est un an. Là, on part de loin. Juste après, voilà, c'est après, c'est toute une vie. On garde le lien toute une vie. Et c'est pas parce qu'on le garde le lien toute une vie que des gens disent ah, j'ai pas fait mon deuil, expression qui veut rien dire, parce que j'y pense tous les jours. Non. Au contraire, j'ai harmonieusement traversé mon deuil parce que je sens cette présence en moi et que je peux y aller ou repartir facilement parce que c'est implanté en moi, c'est en moi. Et ça, c'est pas une croyance, hein, c'est vraiment quelque chose qui se vérifie pleinement. Voilà. Le lien intérieur, c'est quelque chose qui se construit progressivement au fil du processus de deuil, au fil de ce que j'ai appelé les 4 étapes du processus de deuil. Et ce lien intérieur, là, on va parler du conjoint. Donc, du conjoint, à 17 mois, on est donc à peu près à 1 an et demi après le décès. On est grosso modo au début de la 3e étape, la phase de déstructuration, ce moment où on a l'impression justement de perdre le lien. On a l'impression que on se déconnecte de la personne. Pourquoi? Il y a plusieurs choses. Le vécu du deuil à ce moment-là, donc on est à peu près à 17 mois, c'est le début de la 3e étape qui dure longtemps. Hein. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a plus de support, de moins en moins de support extérieur de la personne. C'est-à-dire, on a beau mettre les photos partout, il n'y a plus de nouvelles photos, il n'y a plus de nouvelles vidéos, et on commence à perdre parfois des choses qui sont sensoriellement déterminées, l'éclat du regard particulier de cette personne-là, le fait de son mouvement dans l'espace. On est en train aussi de perdre la tonalité particulière de sa voix, parce que on a beau avoir des enregistrements, il n'y a plus de nouveaux enregistrements, il n'y a plus le son de sa voix. Donc, la mémoire auditive commence aussi à perdre parce qu'elle n'est plus nourrie. On n'est plus touché par la personne. Donc, la mémoire tactile est aussi en train de perdre. Donc, on voit bien que là, il y a réellement, dans la 3e étape, un vécu de perte de la personne parce qu'il y a réellement disparition des supports sensoriels. Ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche, ce que j'entends de la personne présente dans le monde. Et rappelez-vous,
Le processus de deuil, c'est de passer d'une relation extérieure, objective, dans le monde, qui est véhiculée par les sens. Je sais que je suis en lien avec toi parce que je te vois, je t'entends, je te serre dans mes bras, je suis en toucher avec toi. Donc, passer de cette relation extérieure qui n'existe plus dans le monde à une relation intérieure. Elle appartient, qui est, elle, et je dirais le fruit du processus de deuil et qui survient de façon claire dans la 4e étape, donc pas après 1 an et demi. Ça survient, cette certitude que la relation est introjectée en soi, ça survient et qu'on peut la sentir, c'est peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans après, parfois un petit peu plus. Donc et c'est quoi exactement ce lien intérieur? C'est la conscience qu'il y a quelque chose d'indestructible qui s'est construit à l'intérieur de soi. C'est difficile à mettre en mots, hein. C'est difficile ce concept, mais très privé, hein, où on sait dans l'intime de soi-même que la personne qu'on a perdue, on la perdra plus jamais. Mais ce lien a une coloration différente du lien extérieur qui était déterminé par les sens. Je te vois, je t'entends, je te touche et tout. Là, on se rend compte que c'est un lien qui n'est plus déterminé par les sens, c'est-à-dire qui est plus déterminé. On peut avoir une image visuelle, mais il n'y a pas forcément de support visuel, ni de support auditif, ni de support tactile. C'est une sensation intérieure. C'est assez difficile à décrire si on n'a pas ressenti, mais c'est une sensation intérieure qui est extrêmement présente et qui est tellement présente et on sait tellement qu'elle est là à tout jamais qu'il se passe quelque chose d'important. C'est que une fois que le processus s'est déroulé et que cette 4e étape est en train de se dérouler, 4e étape qui se dure à tout jamais, hein. On est à tout jamais façonné par la perte de la personne jusqu'à sa mort, hein, d'accord, hein, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fin de deuil, donc l'expression faire son deuil, ça n'existe pas. On ne fait pas un deuil. On ne fait pas un deuil. Hein. La 4e étape va être toute une vie parce qu'on est sans cesse malaxé par cette perte et on a ce lien intérieur. Ce lien intérieur avec la personne n'est pas incompatible avec une composante de manque, d'accord? Le manque de la personne. Ça peut coexister. Sentir le lien intérieur ne veut pas dire qu'on ressent pas le manque. J'ai dit à maintes reprises, le manque, c'est quelque chose qui ne s'éteindra jamais. Le manque reste constant toute sa vie. Hein. Même 25 ans après le décès, il y aura toujours le manque qui sera présent, 20, 30 ans, 40 ans après. Mais ce n'est pas antinomique avec le fait de je sens moi, mais c'est vraiment de l'ordre d'une sensation, c'est dur à expliquer, je sens moi une connexion intime, profonde avec la personne que j'ai perdue. Hein. Ça s'installe progressivement. Ce qui peut aider à vraiment créer des conditions favorables pour construire ce lien, eh ben c'est peut-être ce petit rituel dont je vous ai parlé, de le faire peut-être pas tous les jours, mais peut-être peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois, enfin, un moment tranquille où vous posez l'accord, cette photo, cette bougie, un moment tranquille où vous êtes tout seul pendant 1 heure et vous parlez à voix haute et c'est important qu'il y ait les yeux, hein, que vous voyez la personne, hein, pour que véritablement, bon, la photo que j'ai montrée tout à l'heure de ma maman, elle me regarde pas, mais c'est pareil. Ça ne va pas, Christophe, ça ne va pas. Ça va pas. Mais vous voyez, c'est créer tout doucement des conditions pour recréer ce lien intime. En sachant, excusez-moi, j'insiste à nouveau, en sachant que la sensation de ce lien-là, on peut l'avoir au début après la perte parce qu'on est encore dans la dynamique de la relation, première étape, 2e étape, mais on perd ça dans la 3e étape, rappelez-vous, et c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous avez l'impression de perdre la personne, et c'est là où on commence à paniquer en disant « Mon Dieu, je suis en train de le perdre, je suis en train de l'oublier ». Non, vous n'êtes pas en train de l'oublier. Il y a des choses que vous êtes en train de perdre, oui, vous êtes en train de perdre le contact sensoriel extérieur avec la personne. Mais là, la 3e étape, c'est le moment où il y a de moins en moins de liens
extérieur objectif avec la personne parce qu'elle est plus de ce monde, et pas encore assez de lien intérieur qui se verra plus dans la 4e étape. Donc, on est dans le moment où il n'y a plus assez de liens extérieurs et pas encore assez de liens intérieurs qui donnent l'impression de perte. L'impression de perte. C'est qu'une impression. Mais pendant un temps, on se sent complètement dans une immense solitude parce qu'on a l'impression de perdre une 2e fois la personne. C'est important parce que c'est dans la 3e étape qui dure assez longtemps. Ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer 1 an et demi, et on peut paniquer à l'idée que c'est fou, j'ai perdu le lien. Eh bien non, il y a comme dit Michel, intériorisation. Tout à fait, Michel. Il y a intériorisation du lien qui se fait. Ouais, tout à fait. Il y a intériorisation. Et c'est tout à fait ça quand je dis introjection, mettre la relation à l'intérieur. Et ça se fait tout doucement. On le décide pas. Ça se fait. On peut créer les conditions favorables pour accompagner ce mouvement avec le rituel de la photo. Mais c'est quelque chose qui est la promesse du processus de deuil, que ce lien se fera intérieurement. Je répète, ça n'empêche pas le manque. Le manque ne veut pas dire que le lien intérieur n'est pas fait. Ouais. Ce lien peut coexister donc avec la souffrance du manque. C'est pas incompatible, même des années après. D'accord? Est-ce que j'ai compris j'ai répondu à ton avis? Ouais, c'est une question difficile, hein, parce qu'on parle de quelque chose de très très intime. Voilà, c'est délicat à chacun. Mais ne vous demandez pas, ne soyez pas dans la souffrance de dire je ressens pas. J'ai perdu le lien. Ouais. Hein, j'ai perdu le lien parce que il est dans le cours du processus, il est normal, presque incontournable, qu'il y ait cette sensation de perte de lien après peut-être 1 an et demi et tout. C'est voilà. Et puis, ma mère dit Yannès, oui, on va peut-être oublier la voix de sa maman, la tonalité de la voix de sa maman, mais dans ce que je vous parle, et ça c'est douloureux, bien sûr, il y a une perte. Hein. On peut pas il y a eu perte de la personne, donc elle est plus dans ce monde, donc il y a forcément des choses qu'on va perdre. Mais la promesse du processus de deuil, c'est qu'on va retrouver, je dirais, l'essence de la personne. C'est dur à expliquer. Tu veux dire qu'il y a la voix va s'atténuer un peu, le souvenir, l'image devient un peu floue des fois dans certaines visions, mais ça n'a pas de lien avec cette perte est plus profonde. Enfin, ce lien est plus profond. Le lien est plus profond. C'est vraiment la connexion intime qui se crée et qui est vraiment l'essence de la personne. C'est l'essence de votre conjoint. C'est l'essence de votre enfant. C'est l'essence, et vous ressentez, et il peut y avoir ce dialogue intérieur en vous, où vous parlez à la personne à voix haute tous les jours, depuis 20 ans, depuis 30 ans, tous les jours, vous lui parlez, et après vous adressez justement à ce lien intérieur que le processus de deuil a contribué à créer. D'accord. C'est notre copain, le processus de deuil. C'est naturel, d'accord. Qui va aider à passer de cette relation interrompu dans le monde qu'on n'a pas choisi. La mort est survenue et le processus de deuil dans son immense bienveillance, de cette intelligence de notre esprit, fait en sorte qu'il y a introjection et restauration d'un certain niveau de lien essentiel avec la personne. Vraiment. L'amour de notre chair ne meurt jamais, dit Sophia. Bien sûr, Sophia. Hein, et c'est ça, cette dimension intérieure. Et on peut s'y connecter, même si c'est doux amer, doux parce qu'on s'y connecte. Là, j'insiste bien, on parle pas des premiers mois, hein. On parle vraiment de plus tard quand c'est installé. Mais et voilà, exactement, Jeanne. Je le ressens tiraillé entre l'absence totale et une présence à moi en tout jamais. Exactement, présence à moi en moi à tout jamais, et en même temps le manque de quoi? Dans le monde, dans la réalité, parce que j'ai beau sentir le lien intimement à l'intérieur, quand je me couche, et que par exemple ma compagne est décédée, je me couche tout seul, tout seul. Hein? Quand je passe à côté de la chambre de mon enfant qui est vide, il est plus là, je peux pas lui faire un bisou pour lui dire bonne nuit ou bonjour mon chéri le matin. Objectivement, dans le monde, je souffre de cette présence-là. Mais plusieurs
années, parce que c'est en termes d'années, hein, plusieurs années après quand on est arrivé à la 4e étape et que ce lien d'essence s'est installé, ça coexiste. Ça coexiste. Et notre esprit, notre cœur est suffisamment grand pour que la présence et l'absence puissent coexister. On a une autre question qui est sur un autre sujet de la perte d'un enfant, qui est celui du couple. Bonjour, ma fille de 14 ans est décédée il y a un peu plus d'un an, exactement 464 jours, et c'est un véritable cataclysme dans ma vie, mais aussi dans mon couple. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus ressentir de sentiments amoureux envers mon mari. Je n'arrive pas à être bien dans ses bras. Je sens qu'il y a besoin que je sois plus. Il a besoin que je sois plus présente avec lui, mais je n'y arrive pas. On a un garçon de 7 ans, et c'est vrai que toute l'énergie que je peux avoir, elle est pour lui seulement. Est-ce que Christophe, vous auriez un conseil pour faire le point sur mes sentiments? Les sentiments, ok. Ça, c'est vraiment important parce que le deuil de l'enfant, implique forcément un couple, un papa et une maman. Je dis papa-maman parce que c'est toujours le mot que j'utilise. Je dis pas le père, la mère, papa-maman. Ok. Je parlais ce matin même avec une dame qui s'appelle Véronique et qui me racontait exactement cela. La difficulté ressentie dans le cœur à se sentir seule alors que elle est avec son mari. Il n'y a aucun problème de couple avec son mari, sauf que elle se sent complètement seule avec cet homme qui et me dit j'ai l'impression de plus l'aimer. Et c'est une vision qui est erronée. Le ressenti est juste, je me sens seule, mais l'interprétation que l'on fait de ce sentiment de solitude, à savoir je ne l'aime plus, je suis distante, l'amour a disparu, ça c'est une interprétation erronée. Qu'est-ce qui se passe dans le processus de deuil? C'est vraiment important à comprendre. J'ai déjà expliqué, mais c'est important de revenir encore là-dessus. Imaginons que la maman, ce soit une sphère. Sa personne, c'est une sphère. Et il y a le centre de la sphère. Le processus de deuil, par nature, intrinsèquement, il nous ramène au cœur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre, je dirais, ce qu'on appelle notre solitude fondamentale, de notre essence, au cœur de nous-mêmes, parce que c'est notamment là que se reconstruit au fil des années le lien avec l'enfant qu'on a perdu. C'est dans ce lieu intime intérieur. Donc on est dans ce lieu-là. Le papa aussi, si c'est une sphère, il est aussi par le même processus amené au cœur de lui-même, dans sa solitude intérieure, là où va se construire le lien avec son enfant. Eh bien, si les deux parents, même si les deux boules sont très serrées, sont proches l'une de l'autre, elles peuvent pas fusionner. Hein? Ça veut dire que cette boule-là, je suis au cœur de moi-même, et là, je suis au cœur de moi-même, il y a une distance entre les deux incompressible. Ma solitude fondamentale en tant que maman ne peut pas rejoindre la solitude fondamentale en tant que père. Et c'est là où j'ai l'impression, par cette distance qui est structurelle au deuil, qui ne dit absolument rien de la relation d'amour, qui ne dit absolument rien du fait qu'on n'aime plus, c'est simplement parce qu'il y a ce mouvement intérieur de l'un et de l'autre qui donne l'impression, mais que l'impression d'un éloignement, d'une séparation et qu'on est seul là-dedans. Oui, on y est. Oui, on est seul là-dedans, mais ça ne veut pas dire que l'autre nous a abandonnés parce que l'autre, il met peut-être pas des mots dessus, mais il est aussi dans cette solitude-là. Donc, c'est important de se dire, OK, je ne suis pas en train de perdre le lien d'amour, c'est simplement comprendre que ça fait partie de la dynamique du deuil et que pendant un temps, il est complètement normal de ressentir ce vécu de perte de lien, de distance. C'est lié à la dynamique du deuil. Comment on fait pour accompagner ça? C'est déjà le comprendre. C'est déjà le comprendre et dire, tu sais, moi je me sens très seul intérieurement, mais je sais que c'est pas à cause de toi. Je sais que c'est pas parce que je t'aime moins, c'est parce que je suis
happer à l'intérieur de mon essence, là où va se reconstruire le lien avec notre enfant. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Et toi, c'est peut-être la même chose. Et nos deux points de solitude, comment ils se rejoignent? Par l'attention qu'on porte l'un à l'autre. Et l'attention qu'on porte l'un à l'autre, c'est en lucidité, tu es sur une rive, et toi sur l'autre rive, et je ne peux pas te rejoindre sur ta rive. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de construire un pont. Et ce pont, c'est la relation d'amour. Le pont, c'est au moins l'attention. C'est peut-être pas la sexualité parce qu'elle est peut-être compromise pendant un temps, mais être vigilant à pas se perdre l'un de l'autre et à maintenir le pont entre ma solitude qui est réelle, je me sens réellement seul, et ta solitude qui est réelle, tu te sens réellement seul. Mais j'insiste, ça ne dit rien de notre relation parce que progressivement, c'est le mouvement du deuil, il me ramène de moi, et après progressivement, il y a une réexpansion. Quand le lien se reconstruit progressivement, il y a une réexpansion des deux côtés et il y a à nouveau un retour de lien. Hein. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est lié à la structure de deuil. Et il faut enlever à tout prix cette idée que on disait les deux tiers des couples qui ont perdu un enfant se séparent après la mort de l'enfant. C'est faux. À une condition. Et il faut terminer la phrase. Les deux tiers des parents se séparent après la mort d'un enfant, si et seulement si, avant le décès de l'enfant, avant son décès, il y avait des gros dysfonctionnements dans la relation. Parce que la tension, le stress et la souffrance que génère le deuil va avoir raison de ces liens qui étaient déjà fragilisés. Alors que, et on l'observe tout le temps, si le lien antérieur était, bon, pas forcément top à 100%, on peut avoir des difficultés dans son couple, mais qui n'était pas d'une fragilité au point qu'on est au point de rupture, eh bien, on se rend compte que ça ne va pas induire, on n'est pas condamné à la perte de son compagnon ou de sa compagne. Mais gardez à l'esprit, c'est important, que pendant un certain temps, un temps certain, il peut y avoir une déconnexion dans le cœur par rapport à son compagnon ou sa compagne. Vous inquiétez pas, c'est pas la perte d'amour, c'est que quelque chose est en train de se faire. C'est un des aspects du vécu du deuil. Est-ce que c'est clair, Damien? Oui, c'est très très clair. Merci pour ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés sur le fait qu'un deuil va forcément détruire le couple. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, j'hésite pas moi souvent à accompagner des couples en même temps. Hein, parce que quand c'est possible, quand le père accepte, que les deux parents acceptent, c'est vrai que ça aide à cheminer en même temps. Mais si l'homme souvent ne veut pas être accompagné, ça ne veut pas dire qu'il y aura une séparation, mais ça veut dire qu'il y aura souvent dans les confidences faites dans l'échange, un vécu de solitude de la compagne, de se dire je me sens loin de lui, il ne parle pas, il ne dit rien, mais ça ce sera peut-être un autre sujet sur l'homme et la femme, la façon différente de vivre dans le deuil. Mais pour revenir, pour résumer, cette perte du lien d'amour n'est pas ce sentiment, cette impression du perte du lien d'amour est une interprétation erronée par rapport à un processus normal de mise à distance l'un de l'autre, parce que happé dans son essence et dans sa solitude fondamentale. Alors Christophe, tu parles de t'aligner. C'est aussi un gros enjeu de s'aligner à plusieurs dans une famille, dans un couple. Exactement. On a des vécus différents. Est-ce que tu as des conseils, des attitudes, des postures que tu veux nous partager pour que ça se passe le mieux possible? La grosse difficulté dans le couple, justement, c'est que si on prend simplement basiquement un père, une mère et un enfant qui est décédé, et peut-être un frère ou une sœur. C'est vrai que le mode de fonctionnement, le mode d'intégration du décès, et donc le processus de deuil, peut être très différent du père et de la mère. La maman peut avoir besoin extrêmement de parler de son enfant, de dire mais comment tu te sens. On n'a déjà pas abordé très souvent ça, alors que le père peut être dans une posture où il a pas besoin de parler. Au contraire, pour beaucoup d'hommes, parler les fragilise.
psychologiquement. C'est pour ça qu'il parle pas. Hein. Un père me disait, quand mon épouse insiste pour que je parle et que je parle, eh bien, elle est peut-être satisfaite, mais moi, je me sens encore plus fragilisé que au début de la conversation. Et il me dit, pour moi, c'est dévastateur de parler. C'est pour ça, mesdames, que les hommes parfois ont du mal à parler, c'est que ça leur fait plus de mal que de bien, alors que vous pensez, en tant que femme qui avait une autre façon de gérer les émotions, que justement, et faire parler votre mari va lui faire du bien, bah, ça induit parfois ce qu'on appelle, il y a un mot pour ça, la noyade émotionnelle. La noyade émotionnelle, c'est un truc très masculin où quand l'homme est trop amené à exprimer ses affects, ses émotions, eh bien, il est moins équipé, et ça on le sait au niveau biologique. Au niveau biologique, l'homme est moins équipé biologiquement à amortir les émotions quand il les manifeste trop qu'une femme. Et donc, comment faire? Ben déjà savoir ça, comprendre qu'il y a un décalage de fonctionnement, parler, ne pas parler, s'apaiser dans l'expression des émotions, se fragiliser dans l'expression des émotions, et donc essayer du mieux possible de dire, OK, comment on peut se rejoindre l'un l'autre. Là, il n'y a pas de bonne pratique, c'est chacun individuellement dans le couple, comment on peut faire un petit chemin l'un l'autre qui va prendre en compte les protections mutuelles des autres. Et la chose la plus saine, c'est de se définir ensemble des règles. Et chaque règle va être différente dans chaque famille, mais c'est déjà partir du constat que ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement, déjà, à la base. Alors, en t'écoutant, Christophe, j'ai envie d'inviter les hommes qui sont sur le live à participer. N'hésitez pas à écrire parce que c'est vrai que c'est dur d'avoir des retours de gars. Alors là, on est 2 gars sur l'écran, mais c'est pas du tout représentatif. Pour vous donner une idée, il y a 91% des internautes qui vont sur notre plateforme, enfin votre plateforme, Mieux traverser le deuil, qui sont des femmes. Et vous avez beaucoup plus de facilité à parler. Alors j'aimerais bien qu'on arrive à avoir un peu des retours d'hommes. Voilà, certains arrivent à en parler, d'autres moins. Et pendant que vous écrivez, je relève quelques posts qui parlent de culpabilité. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont parlé de cette culpabilité, de se sentir bien, des moments de la vie dans le deuil où on arrive à trouver de la joie, de l'allégresse. Comment les traverser sans culpabiliser? Est-ce qu'il y a une façon? Le deuil, c'est sa fonction première. Hein. Ce mécanisme, cette intelligence de notre être a pour fonction première d'apaiser la souffrance qui résulte du décès de la personne qu'on aime. Donc, si on ressent par moment des temps d'apaisement, ça veut dire que, entre guillemets, ça marche, que le deuil est véritablement en train de remplir sa fonction. Et vous voyez, ça c'est le processus inconscient. Mais notre conscient, il dit, oui, mais si je vais mieux, très souvent c'est ça, hein, si je vais mieux, ça veut dire que j'oublie ou j'ai pas le droit d'aller mieux alors que mon enfant, mon conjoint est décédé. Mais là où on voit qu'il y a une interférence entre le processus inconscient qui a pour objectif d'amener de la paix et puis le processus conscient qui dit je dois pas être en paix. Il faut pas que je sois en paix. Parce que si je suis en paix, ça veut dire que je trahis ou ça veut dire que j'oublie. Et là encore, revient très très souvent cette idée de je ne veux pas arrêter d'avoir mal parce que si c'est le lien que j'ai avec la personne que j'aime. Hein. Parce que j'ai mal, je reste en lien. Et parfois, on se fait une autocensure du fait d'aller bien. Dire, je veux garder la souffrance parce que la souffrance est le lien qui me connecte avec la personne que j'ai perdue. Et si je vais mieux, si je m'apaise, même si je me fais aider pour apaiser cette souffrance-là, j'ai l'impression que je vais perdre le lien. Ceci, mes amis, est totalement faux. Totalement faux. Comment je le sais? L'expérience. Parce que les gens que j'accompagne, ça fait maintenant de plus de 2 décennies, à un moment donné, c'est ce qu'on pense au début du processus. Mais le processus de deuil, rappelez-vous, il a pour fonction d'apaiser la souffrance et notamment également d'introjecter, d'intérioriser
la relation à l'intérieur de soi. C'est une des 4 tâches du processus de deuil. Hein. Les tâches, ce ne sont pas les épreuves, les étapes du deuil. Hein. Une des tâches du processus de deuil, c'est de créer la relation intérieure. Et on l'a dit tout à l'heure, Damien, ça va pas être en 1 an, 2 ans. Ça va être sur plusieurs années. Mais au bout du compte, je rencontre plein de personnes qui, après 5 ans ou 6 ans, 10 ans, sont très apaisées parce que le lien est à l'intérieur. Parfois même un lien qui fait qu'elles ne se sentent plus obligées de penser à la personne tous les jours. Parce qu'elles savent que le lien est là à tout jamais et peuvent avoir des activités, partir en vacances et tout. Ils pensent à la personne, mais ils sont pas inquiets si parfois, pendant 5 minutes ou 1 heure, ils ont un moment de plaisir parce qu'ils savent, ils sont à cette étape du processus, plus loin qu'au début, mais plus dans le processus, où on a la relation intérieure et il y a absolument plus du tout la crainte de perdre le lien avec la personne et qu'il faut donc maintenir la souffrance. Donc c'est vraiment important de comprendre que le lien, vous pouvez vous apaiser, vous pouvez aller bien, vous pouvez véritablement accepter les moments de paix, les oasis de paix dans la traversée du désert. Ça ne veut dire en aucune façon que vous oubliez, ça veut dire simplement que le deuil est en train de se déployer harmonieusement en vous et qu'il est en train de créer les conditions pour que ce lien intérieur s'installe en vous à tout jamais. Et n'oubliez pas aussi une autre chose. Quand vous étiez avec la personne que vous aimiez avant son décès, c'était pas la souffrance qui était votre lien, c'était l'amour qui était votre lien. L'amour avec elle, et vous n'aviez pas besoin de souffrir pour être en lien avec elle. Non, vous avez juste besoin de l'aimer et de manifester votre amour pour être en lien avec elle. Donc pourquoi avec son décès, maintenant ce serait la souffrance qui va être le lien? Non, c'est l'amour qui peut toujours continuer à être le lien, et sur l'amour, il y a la souffrance qui vient par-dessus. Mais le processus de deuil, justement, il a pour fonction de dissiper cette souffrance qui cache, qui occulte le lien d'amour tel qu'il doit se construire maintenant de façon différente, bien sûr, parce que la personne n'est plus existante dans le monde, mais ce lien d'amour intérieur. Donc, mélangez pas la souffrance, elle est sur le lien d'amour. Le deuil va dissiper la souffrance et le lien d'amour persiste. Donc, permettez-vous d'aller bien. Permettez-vous, quand vous êtes soulagé, de dire « j'accueille ça avec gratitude » et dites-vous à vous-même, une gratitude vis-à-vis de vous-même, je dirais en disant « merci, je ne sais pas quoi en moi rend possible le fait d'aller bien aujourd'hui » et ça veut dire que la souffrance est en train de partir de mon lien d'amour avec la personne que j'ai perdue et c'est ça qui va s'implanter en moi à tout jamais. Alors, on a une question qui nous dit le père de mon fils est décédé brutalement. Mon fils garde les cendres chez lui. Oui. Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est morbide? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Alors, tout dépend de la durée. Il y a une durée qui est indiquée ou pas? J'ai pas de précision, désolé. C'est là encore une question de temps. Et là encore, hein, entendez bien, il n'y a pas de règles, mais il y a des conseils. Hein, il n'y a pas de règle absolue. Rien n'est absolu. Mais il y a des constats qu'on peut faire. On se rend compte que l'essence du processus de deuil, c'est quoi? L'essence, c'est de passer d'une relation extérieure, donc le monde objectivement extérieur, à une relation intérieure très intime, dans un lieu intérieur où on sait qu'on ne perdra plus jamais la personne. Donc, tout ce qui peut éventuellement freiner ce mouvement d'intériorité n'est pas forcément une aide dans le processus de deuil. Ça veut dire quoi? L'urne, c'est une représentation concrète, pas symbolique, concrète de la personne, parfois posée sur la cheminée ou posée quelque part dans sa chambre. C'est donc quelque chose qui reste extérieur. Alors que le processus psychique de deuil consiste à intérioriser la relation, on a quelque chose qui reste extérieur de la personne, dans la maison, parfois même dans sa chambre, parfois même dans sa table de nuit, parfois même dans le coffre à jouets,
qui maintient une présence extérieure alors que le processus psychique est d'une présence intérieure. Donc, il y a un frein potentiel. Mais là, tout dépend du temps. Si pendant les premiers mois après le décès, cette urne peut être utile, bénéfique. Pourquoi? Parce que ça fait une transition entre la personne qui existe dans le monde vivant, l'intériorité de la personne, et là, ce temps-là, l'urne, c'est un espace intermédiaire entre la personne vivante, sa présence d'une autre manière, et jusqu'à l'intériorisation en moi. Donc, pendant ce temps-là, de quelques mois, quelques temps, ça peut être utile en tant que rituel qui va aider à l'intégration. Mais si on garde trop longtemps l'urne à l'extérieur, c'est un constat. Hein, c'est pas une. Je vous parle pas des concepts psy, c'est de l'observation, c'est des choses concrètes que je vous dis. Une dame, par exemple, qui gardait les cendres de son mari, ça bloquait quelque chose dans sa vie. Elle ne savait pas quoi. Et du moment, et elle est venue me voir parce qu'elle ne savait pas, il y avait un blocage, elle n'avait pas, vraiment une sensation, je n'arrive pas à avancer, je ne comprends pas ce qui se passe. En parlant, je me suis rendu compte que l'urne était dans la maison, dans l'armoire, dans la chambre. Et ce qu'on a fait simplement, c'est de tout un chemin pour qu'elle puisse mettre l'urne à l'extérieur de la maison. Et il y avait deux options, soit dans un columbarium, soit dans un lieu dans le jardin. Pour faire sortir de la maison. Parce que depuis la nuit des temps, on met les vivants restent avec les vivants, les morts restent avec les morts. C'est pour ça que les cimetières étaient toujours à l'extérieur des villes. Maintenant, elles ont grandi, donc les cimetières sont inclus dans les villes, mais avant, les cimetières étaient à l'extérieur des villes. Les vivants sont à l'extérieur ou alors autour d'églises, et c'est une autre fonction. Et donc, on s'est rendu compte que le fait juste de sortir les cendres avait considérablement apaisé cette dame. Dans le sens où c'était remis en route parce que c'était on avait convenu que elle avait décidé que dans un endroit assez éloigné du jardin, donc pas visuel quand elle était dans sa maison, mais un coin où il fallait faire un détour, donc elle n'avait pas sous ses yeux une petite sépulture où elle a enterré l'urne, pas les cendres mais l'urne. Hein, et en faisant un petit jardin du souvenir. Maintenant, on a moins le droit de faire ça avec la législation, mais à l'époque, c'était encore possible. Mais garder l'urne trop longtemps, pendant des années, peut être compliqué. Et aussi pour la fratrie, on parlait des frères et des sœurs tout à l'heure, le fait de garder l'urne de l'enfant disparu dans la maison, mais dans le living room, par exemple, dans le salon, c'est totalement déconseillé. Totalement déconseillé. Pourquoi? Parce que cet enfant, il va être l'enfant qui est dans cette urne, il a une charge symbolique extrêmement forte. Et il va, ou ce papa, c'est une personne qui existe. Et donc, c'est un enfant qui peut devenir parfait. Alors que les autres enfants de la fratrie, ils sont pas parfaits. Ils vont devenir adolescents, ils vont devenir enquiquinants, ils vont être dans la révolte, dans la rébellion. Et ils peuvent être en espèce de compétition complètement injuste avec ce frère ou cette sœur qui devient quasi parfait et qui est présent. C'est pas, il ne devient pas conceptuel à l'intérieur de soi, il est toujours présent dans la maison. Il y a quelque chose qui est dans le constat qui est délétère, qui peut faire un gros parasitage dans le vécu du deuil. Et donc, la grande règle, c'est pas une règle absolue, mais c'est une grande règle quand même. Les cendres, on les sort à un moment donné de la maison. Ça peut rester pendant plusieurs mois, peut-être un an, mais peut-être pas plus longtemps. Peut-être profiter de la date anniversaire du décès un an après pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais de ces cendres? Et ça peut être une discussion en famille, ça peut être avec les autres frères et sœurs, avec
le papa avec le maman, enfin avec le conjoint ou les enfants. Qu'est-ce qu'on fait descendre? Qu'est-ce qu'on fait descendre en se disant, il n'est pas souhaitable que ces cendres restent à la maison. Et ça peut être une discussion et dire, bon, on peut faire un rituel pour véritablement aller les répondre, etc. Enfin, bon. Alors, on a des retours, on a des demandes sur est-ce que c'est la même chose avec les photos? Non, pas du tout. Non. Les photos, non, c'est pas du tout. Les urnes, c'est le corps de la personne. Hein, c'est le corps qui est là. Une image, ça reste une image, ok, physique, mais c'est pas le corps de la personne, c'est pas ce corps qu'on a serré dans les bras, qu'on a caressé, qu'on a porté contre soi. Bien sûr, on peut mettre contre soi une photo, mais c'est pas du tout la même tonalité. Non, ça n'a rien à voir. Hein, parce que l'image, c'est vraiment le corps réellement de la personne. Et je vous assure que ça fait vraiment obstacle à l'intégration ça freine considérablement le processus de deuil. Ça peut même, je dis rarement que quelque chose bloque le processus, mais en l'occurrence là, oui, ça peut bloquer. Merci de parler de ça parce que je pense pas que c'est le genre de sujet qu'on puisse aborder avec nos voisins ou avec des collègues de boulot au bureau. Non, pas vraiment. Et pourtant, ça a un gros enjeu d'après ce que tu dis. Voilà, peut-être que vous avez des avis différents aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, ça c'est l'expérience de 25 ans de d'accompagnement de Christophe. Oui. Alors, c'est Laurence qui nous dit elle se pose la question s'il est bon de rechercher un contact avec la personne disparue. Elle parle des médiums, des lectures de l'au-delà. Elle a un esprit qui est rationnel, qui la bloque, qui dit attention, c'est dangereux. Elle est veuve depuis 20 mois et elle parvient pas à être en paix avec le fait que son mari soit parti brutalement. Elle hésite à consulter un médium, elle est très déstabilisée et elle pose cette question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut l'aider à travers cette étape de deuil? Alors, il y a plein de niveaux de réponse. Déjà, je fais une grande différence entre la vidéo le Facebook Live là de Jean-Charles Chabot, qui était hier, hein, que je vous invite à retrouver sur ma page Facebook. Il y a le lien pour consulter le Facebook qu'on a fait hier soir sur les VSCD, hein, des vécus subjectifs, qui sont des contacts spontanés, directs, qu'on vit personnellement, qui sont très différents, extrêmement différents dans mon esprit avec les contacts avec un médium. Par principe, puis même au niveau déontologique, hein, je ne conseille pas d'aller voir un médium. Déjà, base dit, est-ce que vous pensez que je dois aller voir un médium? Je dis non, déontologiquement, je peux pas vous conseiller d'aller voir un médium. Mais les gens vont quand même voir des médiums. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc, c'est intéressant de voir, mais qu'est-ce que ça induit? Alors, ça induit plusieurs choses. D'abord, il faut être... des personnes vont consulter un médium et les réponses... alors, si on prend l'hypothèse qu'il y a un contact, hein, prenons l'hypothèse qu'il y a eu un contact, la plupart du temps, c'est je vais bien, je t'aime, je te pardonne, enfin tout ce que c'est les gens qui me disent ça. Hein. Et au bout du compte, moi je fais le constat avec elle qu'il y a qu'il n'y a pas une incidence particulière sur le vécu du deuil. Ça n'enlève pas du tout la souffrance de se coucher tout seul le soir, de se lever tout seul le matin, de partir en vacances tout seul avec les enfants, et voilà. Ok. Donc ça c'est. Alors juste, je te pose la question à toi, mais parce qu'on n'a pas la personne en face, mais pourquoi on va aller voir un médium? Pourquoi on veut? Oui. Attends, je voudrais juste rajouter. Oui. Quand on parle de médium, qui est la personne? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de charlatans qui vont abuser de votre souffrance et qui vous disent j'ai un contact, je sais contacter. Il y a sûrement des gens qui ont des perceptions, sûrement, mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas et qui vont abuser de la situation. Donc vraiment, il y en a parfois dans telle souffrance qu'on n'arrive pas à discriminer qui est bien et qui est pas bien. Ça, c'est un autre niveau de réponse. Après, il y a quelque chose qui est dans c'est surtout l'envie de la deuxième phase du deuil, c'est recréer le lien. Qu'est-ce que c'est le processus de deuil? Le processus de deuil, ça consiste à passer d'une relation extérieure
objective dans le monde à une relation intérieure, intime en soi. Et on a vu tout à l'heure que ça mettait plusieurs années pour faire ça. Or, quand on va voir un médium, on va chercher quelque chose qui, d'une certaine manière, s'oppose au mouvement d'introjection de la relation. Parce que si on va voir tout le temps un médium, on est toujours sur le mouvement de moi en relation avec la personne que j'ai perdue à l'extérieur. Il y a un médium qui est là à l'extérieur. Donc, alors que le processus de deuil vise à m'aider à intérioriser la relation. Donc, d'une certaine manière, hein, il y aurait plein de nuances à mettre, bien sûr, mais il n'est pas conseillé parce que ça peut, si ça devient addictif, parce qu'il y a parfois des gens qui consultent de façon addictive des médiums, ça maintient la personne aimée à l'extérieur de soi et ça empêche au niveau psychologique, hein, bien sûr, je ne parle pas du niveau spirituel que je ne maîtrise pas, mais au niveau psychologique en tout cas, l'addiction à trop de médiums maintient la peur et empêche le mouvement psychique du deuil d'intérioriser la relation, qui fait que même parfois plusieurs années après, les personnes n'ont plus besoin d'aller voir un médium, disent ne plus avoir besoin d'aller voir un médium. Vous savez pourquoi? Parce que le lien est là. Le processus de deuil a créé la relation intime et les gens disent mais pourquoi j'irai voir un médium qui va me parler d'un lien que je ressens déjà? C'est pour ça que le mouvement, le désir d'aller consulter un médium, c'est souvent dans les premiers temps du deuil, dans les premiers mois, premières années, parce que le lien n'est pas encore construit. Mais dans une immense majorité de personnes que j'accompagne à des années, quand le lien est là, il y a plus du tout le désir de consulter des médiums. Et les réponses sont souvent très, comment dire, très stéréotypées. C'est je vais bien, je t'aime, je te pardonne. Et ce qui peut être étonnant, c'est que parfois les gens disent peu ce qu'ils font, quasiment jamais. S'il y a quelque chose qui est fait de l'autre côté, ils disent pas ce qui est fait. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, bon, bah, j'ai supposément eu un contact avec cette personne, avec la personne que j'aime, mais bah, elle est peut-être dans une autre dimension, mais moi, je suis dans cette dimension-là et je dois m'occuper des petits. Je dois gagner de l'argent pour rembourser le prêt de la maison. Je dois partir en week-end toute seule. Je dois rencontrer des amis parce que la solitude me pèse trop. Et même si on a quelqu'un qui a un médium qui a dit bah, je suis là, je suis près de toi, bah, il faut quand même le vivre, ça. Il faut quand même le vivre. Mais je vous assure, j'insiste bien, après plusieurs années, le lien est tellement clair à l'intérieur qu'on n'a plus besoin d'aller voir un médium. Ça, c'est ma posture. Donc, j'aurais envie de vous inviter, ne recherchez pas activement le contact. Si contact il y a, peut-être qu'il y aura une VSCD qui va survenir. Mais s'il y a eu ça dans votre vie, vous savez, on ne sait pas le schéma plus grand de ce qui se passe. On ne sait pas quel sens au niveau plus grand, plus large, au niveau de la vie, de l'existence, quel est le sens de ce décès dans votre vie. Est-ce que c'était quelque chose, enfin, on ne sait pas pourquoi c'est survenu. Peut-être qu'il y a des raisons, peut-être qu'il n'y a pas de raison. Mais s'il y a des raisons pour que ce lien s'interrompe pendant un temps, avant peut-être de se retrouver de l'autre côté, c'est que il y a peut-être une confiance globale sur l'existant, disant je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais ceci s'est passé. Que comprendre de cette épreuve-là? Comment la vivre avec le plus de clarté et de compréhension au-delà de la souffrance émotionnelle que cette situation me produit? Tu comprends? Mon mari s'est suicidé il y a 14 mois. Je 14 sais qu'il est mois, mort. ouais. Voilà, je sais qu'il est mort, donc ça c'est voilà. Mais j'ai toujours cette impression que c'est impossible qu'il soit disparu. Mes rêves accentuent cette sensation. Ce sont les seuls moments où je le retrouve vivant. Toutes ces émotions contradictoires sont éprouvantes. Et malgré tout ça, il faut continuer pour les enfants, pour les autres, qui vous disent que tu es forte, mais au fond de toi, c'est la guerre. Comment on fait pour sortir de cette étape-là? Oh là là. Déjà, première chose, c'est Sandrine, n'est-ce pas? Sandrine, c'est pas comment fait-on,
c'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est pas quelque chose qui est dans notre contrôle. Hein, déjà, rappelez-vous toujours, 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 le processus de deuil, c'est un processus sur lequel on n'a pas le contrôle. C'est un processus qui est naturel, qui est inconscient, qui échappe à notre contrôle. Donc, comment faire pour sortir il n'y a pas de réponse à ça puisqu'il y a rien à faire pour en sortir. Il y a juste à comprendre déjà ce qui se passe. Déjà, c'est important de comprendre ce qui se passe. Là, Sandrine, ça fait 14 mois. 14 mois, 14 mois, donc le conjoint par un suicide il y a 14 mois, ça réunit toutes les conditions pour que votre cerveau, enfin notre cerveau, notre système psychique, crée des protections massives. Je sais que j'en parle très souvent, mais serait très souvent le cas. C'est des protections massives qui ont une fonction très précise de nous protéger, d'amortir la violence de l'événement qui, s'il n'était pas amorti par les protections psychiques inconscientes qui se mettent automatiquement en place en nous, on serait complètement laminé en un instant. Donc, faut vraiment le voir comme des protections. C'est hyper important de le voir, non pas que quelque chose que je dois éviter ou quelque chose qui empêche de rentrer dans le vécu de ma peine. Non, c'est en plein dedans. Le processus, il est déjà là. Il est déjà en cours et il met en œuvre sa dimension de protection psychique. 14 mois, c'est hyper court en termes de temps et ça fait comme si, d'une certaine façon, notre cerveau avait intellectuellement, à un certain niveau, compris la nouvelle, compris intellectuellement, je sais que mon mari est décédé, mais il y a plein de strates en nous, plein de strates en nous qui, d'une certaine manière, ne sont pas au courant de ça, n'ont pas encore intégré, n'ont pas encore été imprégnés de cette nouvelle. Donc, pendant un temps, il y a une espèce de séparation, de dichotomie entre une partie consciente qui sait que le décès est survenu et d'autres parties de nous-mêmes, peut-être plus profondes, peut-être plus archaïques, je dirais, plus viscérales, qui ne sont pas encore au courant, je mets des guillemets, de la réalité du décès. Et ceci, il y a aucun moyen d'accélérer ça. C'est quelque chose qui va comme une sédimentation ou quelque chose de capillarité qui va progressivement imprégner son être jusqu'à ce qu'il y ait la pleine et totale prise de conscience de ça. Et la preuve en est, c'est que votre inconscient, par exemple, il n'est pas encore au courant. C'est pour ça qu'il y a les rêves. Les rêves sont tellement forts parce qu'il y a ce décalage entre le conscient qui sait et l'inconscient, d'une certaine manière, qui ne sait pas encore ou qui a du mal encore à intégrer la réalité de la nouvelle. Il y a ce décalage-là. Comment faire? Alors, parce que comment faire avec ça aussi, quand même? Eh bien, c'est comme l'enjeu, c'est le décalage entre la réalité qui s'est passée et quelque chose en moi qui a du mal, de façon normale, hein, à intégrer la nouvelle. C'est qu'est-ce que je peux faire pour, en douceur, sans me faire violence, comment dire, inviter la réalité. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Elle est là. Comment je peux l'inviter? Et ça veut dire quoi, inviter la réalité? C'est peut-être, je sais pas, il y a chacun, ça peut être écrire, ça peut être aller sur la tombe pour que cette réalité m'imprègne. Ça peut être de regarder des photos. C'est douloureux, mais ça aide progressivement à intégrer la réalité. Ou alors, vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre que de simplement regarder votre quotidien, regarder votre vie et dire, OK, mon compagnon n'est plus là. Quelque chose en moi a du mal à intégrer cette nouvelle, ceci est normal. Donc, c'est en termes de processus. Mais je comprends bien, Sandrine, je comprends bien qu'après 14 mois, vous ayez tellement envie, tellement besoin que ça s'arrête, que cette douleur s'arrête. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme un processus naturel, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps quand vous avez une forêt qui a été brûlée par un incendie. Quand on la regarde, on sait que ça va mettre des années à repousser
pour qu'il y ait à nouveau quelque chose d'autre qui survienne, une forêt qui viendra sur les cendres de l'autre. Mais ça va prendre un temps qui est le temps de la nature. Donc, c'est ça que je peux vous dire. Donc, essayez du mieux que vous pouvez de vous installer dans la confiance, qu'il y a un processus qui prend soin de vous. D'accord? C'est hyper important. Damien, juste avant de terminer, on avait une dernière question qu'on avait choisie ensemble. Quelqu'un qui disait, je peux lire la question si tu veux? Vas-y, ouais. Quelqu'un qui disait, à quel moment peut-on dire qu'on en a fait le deuil d'une personne? Mes pensées sont quotidiennes et il m'arrive régulièrement d'avoir des rechutes, des moments de nostalgie, mais à côté de cela, j'ai beaucoup appris et je vis pleinement chaque jour. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais dans cette question, dans cet commentaire plutôt, il y a une phrase que j'aime pas. On ne fait pas le deuil d'une personne. Enlevez de vos expressions, faire le deuil de quelqu'un. Voilà, on traverse un processus de deuil et vous savez bien que vous êtes transformé à tout jamais par le processus de deuil et que jamais ça prend fin. Hein? Et donc, elle me dit, mes pensées sont quotidiennes et il m'arrive régulièrement d'avoir des rechutes. Ce ne sont pas des rechutes. Vous avez aimé quelqu'un que vous avez perdu et toute votre vie, il y aura des circonstances qui rappelleront cette personne-là. Des circonstances peut-être un petit peu plus douloureuses ou des circonstances heureuses où il y aura des montées de nostalgie. N'associez jamais l'échec, ça ne veut rien dire, mais l'échec de votre vécu de deuil, si après 20 ans ou 10 ans, 15 ans, vous avez toujours des pensées, des émotions, accueillez-les comme telles. C'est la marque de cet amour qui continue jusqu'à la fin de votre vie. Le fait d'avoir des pensées et des émotions tout au long de sa vie, même si on a perdu son petit quand il avait 5 ans et qu'on avait soi-même 30 ans et qu'on est une vieille dame de 80 ans et qu'on a des larmes aux yeux quand on évoque ce petit qu'on a perdu il y a des décennies, ce n'est absolument pas le signe qu'on n'a pas fait son deuil, qui veut rien dire. C'est simplement le fait qu'on a aimé et qu'on a à l'intérieur de soi un lien qui est un lien de nostalgie, un lien de tendresse et un lien qui a été d'autant plus pacifié qu'on a pu faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire remettre cette réalité à l'extérieur et mettre le lien à l'intérieur de soi. Et vous voyez, on a un témoignage, j'ai beaucoup appris et je vis pleinement chaque jour. Hein? C'est ça la promesse du vécu du deuil. Alors il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont perdu leur petit ou leur compagnon, ou leurs parents ou des gens proches il y a seulement quelques mois. Et je sais que ce qu'on vient de dire aujourd'hui n'a aucun sens, ne veut rien dire pour vous, et vous dites « je n'y arriverai jamais ». Abandonnez-vous à l'intelligence intrinsèque de votre esprit qui sait comment faire pour accompagner cette peine, même si vous, consciemment, vous ne savez pas et que vous avez l'impression que vous allez être submergé. N'hésitez pas à aller à écouter nos Facebook Live, à aller sur le chat de Traverser le deuil, à lire des tas de choses sur le deuil, mais aussi sur la continuité de la conscience, sur les expériences de mort imminente, sur la spiritualité, ces choses comme ça. Et tout doucement, progressivement, au fil des mois et des années, ceci va se distiller en vous. Pas forcément après 2 ans, pas forcément après 5 ans. Il y aura des hauts et des bas, mais cette expérience de vie, elle est unique dans votre existence et elle va vous transformer. Et je vous assure, si vous mettez toutes les conditions de votre côté, ce n'est pas nécessairement vous transformer pour le mal. Ça peut vous transformer et faire de vous une personne absolument magnifique, avec des blessures, avec des cicatrices, mais une personne qui pourra vraiment être en mesure d'aider les autres, parce qu'elle a connu ça, être en mesure d'avoir une autre perspective sur le monde et de peut-être amener une contribution positive dans le monde, ou ne serait-ce qu'auprès des personnes qu'elle pourra rencontrer, qu'elle pourra apaiser par quelques mots comme ça, qui viendront de son cœur, qui viendront de son expérience. Donc, faisons confiance à ce processus. Il est un processus de souffrance, mais intrinsèquement, il est un processus
d'apaisement, du lien avec la personne qu'on a perdue. On est sur un sujet tabou, sur l'expérience humaine la plus partagée, et en fait, ce tabou, tout le monde va en parler réellement. Sur une initiative qui est unique en France, une plateforme d'écoute baptisée Mieux traverser le deuil. Comment survivre à la disparition d'un proche? Le deuil, c'est le thème douloureux d'un documentaire qui vient de sortir au cinéma dans de nombreuses salles. Et je choisis de vivre. Sur le sujet du deuil, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai eu un déclic pendant le tournage. En fait, on ne dormait plus, ça résonnait en chacun d'entre nous, chacune de nos histoires personnelles. Le film crée un tel événement, un tel afflux de réactions partout où il est vu que l'équipe décide d'inventer donc ce site Mieux traverser le deuil. Parce qu'elle découvre, l'équipe, que la France compte 600 000 morts par an et que le deuil, tabou social, se révèle un sujet de santé publique, en réalité laissé à l'abandon. Il y a 48% d'endeuillés en France. Et sur ces 48% d'endeuillés, il n'y a que 3% qui ont pu être en contact avec des associations. Et puis on se dit, il y a un besoin immense. C'est pas possible. Pour toucher et pour pouvoir aider un maximum de personnes, utilisons-nous ce qu'on sait faire, le digital. Une plateforme devenue depuis une référence. Une référence du ministère de la Santé. Et donc, Mieux traverser le deuil est un porte-parole pour intégrer complètement le sujet du deuil dans les politiques de santé et de solidarité. Quel genre d'aide on peut recevoir de cette plateforme? Vous allez pouvoir voir des vidéos faites par des thérapeutes, des professionnels, par exemple comme le psychiatre Christophe Auré, des choses qui vont vous apporter des éléments. Cette capacité est profondément ancrée dans notre être de cicatriser, accompagner cette peine pour tendre vers l'apaisement. Au travers de l'association et des gens qui y travaillent, ça m'a apporté ce réconfort. Et alors vous avez été poussé littéralement sur le devant de la scène par cette crise sanitaire. Quand est arrivé le premier confinement, on a eu l'idée de monter une plateforme d'écoute. Tout à fait, c'est la plateforme qui a fédéré plus de 100 associations françaises d'accompagnement de la fin de vie et du deuil pour proposer un dispositif d'écoute et de soutien aux personnes en deuil alors qui sont parfois dans une extrême solitude, une extrême souffrance. Ils sont là sur la plateforme pour animer des discussions, soit par chat, soit par audio, soit par vidéo. Des personnes formées et encadrées par des psychiatres pour écouter. Pour écouter les endeuillés. Ça fait chaud au cœur. Cet outil-là permet un peu de casser le tabou qu'il y a autour de la mort. Ils ont créé des forums d'échange, des groupes d'entraide. Et une communauté grandissante sur les réseaux sociaux et notamment Facebook avec des lives tous les mois. Symphorine qui nous dit, ma propre maman me dit n'en parle pas. Maman, je sais bien que pour toi, ça fait du mal qu'on en parle. Moi, je suis désolé, j'ai besoin d'en parler. Nous, on a une plateforme, mais il faut qu'on puisse l'amplifier pour aller plus loin et pour accompagner toujours plus ces endeuillés, pour accompagner les aidants. Et que plus personne ne se retrouve seul face à cette souffrance.